Les 6 derniers mois n'ont pas été des mois perdus pour la lutte. Il y a notre sœur, Fleur Lynn, qui a fait une publication que j'ai vue et que j'aimerais citer ici avant d'aller dans le même sens que ce qu'elle a dit. Voilà ce que Fleur Lynn dit. Bonjour à toi, Fleur Lynn. En 6 mois, le M66 a révélé les vrais dessous du régime de Faure Gnassingbé, dont le bilan est pire que zéro. Nous devons célébrer les petites victoires en espérant la grande. Écoutez très bien les expressions qu'elle utilise. Nous devons célébrer les petites victoires en espérant la grande. La libération d'Amouron de l'hôpital psychiatrique des mains des tortionnaires, c'est le M66. La libération de certains jeunes arrêtés lors des manifestations pacifiques du 6 juin, c'est le M66. Le réveil d'une jeunesse entière, désormais courageuse, consciente de ses droits et libre de sa parole, c'est le M66. Le M66 a levé le voile sur ce régime corrompu jusque sur la scène internationale, notamment l'ONU. Le Parlement européen s'est prononcé sur la libération immédiate d'Aziz Gouma, ainsi que de celle des prisonniers politiques injustement détenus. Ils ont réussi à dévoiler le vrai visage du régime oppressif et dictatorial du Togo à l'international. Ils ont réussi à empêcher la tenue de plusieurs événements internationaux au Togo, notamment le 9e congrès panafricaniste échoué en raison de l'absence de véritable figure panafricaniste. Et la prise de parole du panafricaniste Baleka en faveur du peuple togolais, qui a également contribué à exposer le régime. Aujourd'hui, les presses du monde entier parlent du Togo. Et surtout, le M106 est engagé à vie. Ils l'ont prouvé et tout ça. Bon, elle a écrit tous les autres. Donc, je ne vais pas lire tout le message. Je vais embrayer dans le même sens en disant ce qui a été fait les 6 derniers mois, c'est un travail collectif. Fleur Lynn s'est calqué seulement sur le M106, mais il n'y a pas que le M106 seul. C'est un travail collectif de toutes les plateformes, de tous ceux qui, sur la toile, ayant pris conscience de ce que, sur le terrain, la classe politique s'est affaiblie, ont pris le relais sur le plan international, donc sur les réseaux sociaux, pour remobiliser le peuple. Parce que c'est ça la réalité. Parce que sur le terrain, la classe politique s'est affaiblie, ou du moins, elle n'a plus les moyens. Elle n'a plus les moyens de dérouler ce qu'elle sait faire par le passé. Il y a eu un relais dans la diaspora. Et c'est ça qu'il faut saluer. Et donc, ce n'est pas seulement un travail du M66, c'est un travail de tous les acteurs qui se sont battus pour la mobilisation. Il y a d'abord Amouron, qu'il faut saluer, parce que, de par son engagement, il a énormément contribué à allumer cette brèche-là dans laquelle tout le reste s'est engouffré. Il faut saluer son courage, sa détermination. Même si aujourd'hui, il est dans une posture que des gens interprètent chacun à sa manière. Mais c'est par son courage, sa détermination, sa manière d'aller frontalement, tout ça a servi de ferment pour entraîner un déclic sur la scène. Donc, il y a lui. Il y a Mme Nyakadé qu'il faut saluer. Mme Nyakadé qui, par cette tribune, une première tribune, une deuxième tribune, une troisième tribune, a contribué à fournir des éléments, des outils, des billes à tous ceux qui commentaient l'actualité pour mettre en difficulté Faure Gnassingbé. Il ne faut pas l'oublier. Elle s'est vraiment battue pour ça. Aujourd'hui, elle est en prison. Elle est dans une prison à la Caisse nationale, à la résidence de la Caisse, dans une pièce là-bas, dans une maison, une résidence, dans une résidence où on l'a enfermée dans une pièce. Donc, elle n'est pas libre de ses mouvements. Elle n'a qu'une seule pièce dans laquelle elle se trouve. Elle n'est pas libre même de marcher dans la cour. Mais cette dame-là, elle a 63 ans, 64 ans. Elle avait besoin de rien pour s'engager dans cette lutte-là et finir aujourd'hui en prison. Donc, il faut saluer l'engagement de cette dame-là qui, à partir des tribunes qu'elle a publiées, a donné des éléments, des outils, des instruments pour véritablement contester Faure Gnassingbé. Il y a nos frères qui sont au pays, qui se sont également battus. Les jeunes, les femmes courageuses, comme les Koumaï, comme les Amavi, tous ces gens-là se sont battus fondamentalement, malgré les risques qu'ils prenaient pour mettre à nu le système. Il ne faut pas l'oublier. Ce sont des gens que nous devons porter dans notre cœur, nous devons encourager. Imaginez que ce que Mme Nyakadé a fait.
il y avait par exemple 2, 3, 4 barons qui décidaient de rompre avec Faure Gnassingbé en sortant tous les secrets d'État. Aujourd'hui, Faure Gnassingbé serait totalement à terre. Mais elle autre, elle a eu le courage de le faire, elle savait qu'elle allait finir en prison. Donc, par Amron, par exemple, le M66 est né. Je dirais que c'est Amron qui a créé le M66. Moi, j'ai entendu beaucoup de gens qui disent « Ah oui, M66, Ferdinand fait... » Moi, je ne savais rien de M66, en fait. C'est Amron et ses amis qui ont lancé le M66. Moi, à un moment donné, j'ai porté ma voix parce que j'ai trouvé que c'est le mouvement qui portait la contestation. Et comme on l'a toujours fait, même pour les partis politiques depuis longtemps. Et donc, par les actes Amron, le M66 est apparu. Comment il est apparu, comment ils se sont organisés, eux-mêmes le savent, ils le diront un jour. Ensuite, il y a toutes les plateformes au niveau de la diaspora qui ont allumé des lives tous les jours pour dénoncer, pour conscientiser, pour attaquer le régime. Tout ça a participé à la mobilisation. J'ai fait ma part en tant que journaliste. Je ne pense pas avoir fait plus que d'autres personnes. Je ne pense pas avoir fait plus que d'autres acteurs, mais chacun a fait sa petite part pour mobiliser, conscientiser, pour amener ces révoltes qu'on a connues et qui nous ont permis de mettre en difficulté le régime de Faure Gnassingbé. En 6 mois, comme Fleur Line l'a dit, jamais depuis 3 ans, les médias n'ont jamais autant parlé du régime de Faure Gnassingbé. Depuis 3 ans ou 4 ans. Jamais. C'est vrai qu'à travers nos réseaux, on a activé beaucoup de médias, mais il y a d'autres médias qui sont rentrés dans la dynamique. Les médias sont comme ça. Quand il y a une information quelque part que beaucoup de médias relaient, d'autres médias rentrent dedans. On a eu même des New York Times qui ont parlé du Togo. On a eu les Washington Post qui ont parlé du Togo. On a eu un journal allemand, je pense que c'est The Bild qui a parlé du Togo. Depuis 4 ans, il n'y a pas eu autant de médias qui ont parlé du Togo, qui ont mis le projecteur sur le Togo en mettant à nu le régime de Faure Gnassingbé. Tout ça, c'est le travail qui a été fait par nos frères, nous tous. Pas par une seule personne, par tout le monde. La conférence d'Alain Foka a été neutralisée. En une journée, sa conférence a été neutralisée. Ça, c'est la force de ce qu'on a fait sur les réseaux sociaux, de tout ce que les Togolais ont fait sur les réseaux sociaux. Donc, il faut qu'on soit reconnaissant à tous ceux qui ont participé à cette mobilisation-là. Nos sœurs, les Amazones, qui sont sur les réseaux sociaux, des jeunes dames qui, généralement, on ne les voyait pas dans la politique, mais qui se sont mobilisées. Toutes les jeunes dames qui animent les panels, certains même au risque de perdre leur boulot, parce que certains sont dans des boulots sensibles. Mais en plein boulot, ils allument des lives pour dénoncer Faure Gnassingbé, dénoncer sa gouvernance. Elles sont nombreuses. Je ne saurais les citer tous. Les Noélie, la Marraine, les Ashley, les Bassivi d'Amouron, les Esseni, je ne sais pas, les tables rondes, je ne sais plus. Elles sont tellement nombreuses. Les dames de cœur, tous ces gens-là ont fait des lives en longueur de journée. Les Jamie, tout ça, voilà. Tous ces gens, Farida, tout ça, ont fait une mobilisation terrible. Aïcha, je vous salue tous, les jeunes dames, pour ce travail immense que vous avez eu à faire. Tout comme Diva Récré, tout ça, tout comme des Africains, les Corolais, les Joël, tous ces gens-là, qu'on ne connaît pas, mais que des Togolais sont allés pistonner pour venir nous accompagner. Et donc, le travail n'a pas été vain. Aujourd'hui, Faure est bousculé tellement qu'il est obligé d'aller faire des alliances contre nature qui fragilisent davantage son régime. C'est la pression qui fait que Faure est obligé de courir dans tous les sens, d'aller nouer des alliances. Parce que les alliances qu'il va nouer, c'est pour sauver son régime. Et donc, en allant nouer de nouvelles alliances, il met en cause ses anciens chefs qui le regardent et qui se disent, mais lui là, il joue avec le feu. Aujourd'hui, Faure Gnassingbé, il ne dort plus. C'est à cause de qui? C'est à cause de cette diaspora-là. Toutes ces plateformes. Je ne veux pas citer les hommes pour que les gens disent après que j'ai cité celui-ci, j'ai oublié l'autre. C'est pourquoi j'ai cité les dames. Donc, excusez-moi pour les hommes. C'est tout ce travail-là qui a amené Faure Gnassingbé aujourd'hui dans une situation difficile.
Il y a ceux qui vont vous dire non, il ne s'est rien passé, mais il s'est passé beaucoup de choses. S'il faut construire aujourd'hui des tranchées à la frontière du Ghana, on ne sait pas ce qu'ils redoutent. S'il construit des tranchées aujourd'hui à la frontière du Ghana, c'est peut-être qu'il redoute quelque chose. C'est cette pression-là qui l'amène ainsi. Si il se promène partout, tantôt il est avec les Russes, tantôt il est avec les Américains, tantôt il est avec les Français, il ne sait plus avec qui il est. C'est cette pression-là qui est sur lui. Et c'est cette pression qu'il ne faut jamais relâcher. Parce que nos frères qui sont sur le terrain, ils n'ont plus les moyens de leur lutte. Ce n'est pas par leur faute, mais ils n'ont plus les moyens de leur lutte parce que le régime a tout verrouillé. Et donc, la contestation, la conscientisation ne peut venir que de l'extérieur. C'est ça la réalité, c'est ça l'analyse qu'il faut faire. C'est d'ailleurs pourquoi ils concentrent tout sur les gens de la diaspora. Ils attaquent les comptes, ils bannissent les comptes, ils utilisent tous les moyens pour fragiliser les gens. Et dans cette bataille-là, nous devons rester zen. On doit rester inébranlable, impassible. On ne doit pas se laisser distraire par quoi que ce soit. C'est ça qui nous donnera la force de continuer. Donc, en 6 mois, il s'est passé beaucoup de choses au Togo. Et j'ai eu à le dire à 2 hommes politiques avec qui j'ai eu des échanges. J'ai dit, si moi je suis un homme politique et qu'aujourd'hui, je n'ai plus les moyens de mes actions sur le terrain parce que le régime a tout verrouillé, je devais encourager ces jeunes-là. Parce que ce que ces jeunes-là sont en train de faire, nous serons les premiers, si demain ça bouscule, à tirer les marrons du feu. Les gars de M66, ce n'est pas eux qui deviendront des politiciens demain. Moi, je n'ai rien à foutre de ça. Ce n'est pas ceux qui sont sur les réseaux là qui vont devenir les politiciens demain. Mais aujourd'hui, ils participent à la contestation. Ils se sont engagés et le peuple les écoute. Quoi de plus normal si je suis un homme politique de les encourager à faire mieux que ça, sachant qu'eux, ils ne vont pas devenir demain mes concurrents et tirer les morins de feu. Mais il y a certains hommes politiques, ils ont vite vu en ces jeunes-là des concurrents qu'il faut casser. Alors que ces jeunes-là ne sont pas leurs concurrents. Ils sont juste des gens qui viennent catalyser une situation qui est restée pendant longtemps en léthargie. Moi, j'aurais été un homme politique que ce que je ne peux pas faire aujourd'hui sur le terrain, je vais encourager beaucoup de jeunes à faire ça. Sachant que ces jeunes-là, demain, ce n'est pas eux qui vont faire la politique, c'est moi qui vais faire la politique. C'est vous qui allez faire la politique. Je parle des hommes politiques, pas moi. Le travail que nous faisons ici, que moi je fais particulièrement, je ne le fais pas parce que j'ai une ambition politique, j'ai rien à foutre de ça. Il y a des gens qui me contactent, qui disent, oui, Ferdinand, tu as de l'audience aujourd'hui au Togo, tu as tellement d'audience, il faut qu'on crée un mouvement. Je ne suis pas dans ça. Moi, j'ai eu un passé politique, j'ai milité. Et je connais la classe politique. Je connais toute la classe politique dans les moindres détails. Quand quelqu'un me réveille, il me dit, qu'est-ce que tu penses de celui-ci? Je vais te dire la vérité. Et donc, le travail qu'on fait aujourd'hui, c'est un travail immense qui devrait normalement profiter à la classe politique. Malheureusement, comme les gens évoluent en politique avec les préjugés, ah, celui-là, il travaille pour celui-ci, celui-là, il travaille pour celui-ci, celui-là, c'est celui-ci est derrière, il faut les casser. Mais vous n'êtes plus capable de faire quoi que ce soit sur le terrain. Vous ne pouvez même plus mobiliser. Mais quand vous vous levez, c'est comment faire pour casser ceux qui peuvent vous mobiliser. Les peuples n'ont pas la mémoire courte. Les peuples sont les plus éveillés. Et le peuple, il regarde, il observe, il analyse les gestes de chacun. Donc, nos frères qui se sont aujourd'hui engagés dans cette bataille-là, au risque de leur vie, de leur boulot, de ce qu'ils sont en train de subir, c'est des gens qu'il faut encourager. C'est pour ça que moi, personnellement, j'ai dit, je vais accompagner les gens du M66 et je donne ma voix. Je ne parle pas avec eux tous, mais de temps en temps, j'échange avec Zagabandou. Mais ça me suffit largement. Mais aujourd'hui, je me réjouis
Il y a des Togolais dans la diaspora qui sont nos aînés, que je ne vais pas citer ici, qui accompagnent ces jeunes-là. Il y a un groupe de sages qui les accompagne, qui font des réunions avec eux, qui les encouragent. Et nos grands frères là, il faut féliciter leur hauteur d'esprit. Ils ont compris que ces jeunes, ils font quelque chose de plus que ce que eux, ils n'ont pas pu faire. Ils les accompagnent. Quand il y a des petits problèmes, ils les aident à les régler. Il y a des malentendus, ils les règlent à les aider. C'est de grands doyens qui sont dans la lutte, que vous connaissez. Je ne vais pas donner leur nom, mais qui travaillent avec nos frères là, qui les conseillent. Donc, nous devons nous concentrer sur la lutte. C'est le plus important. Oui, Arimata, salut aussi, je n'ai pas oublié. Il ne faut pas se fâcher. Il ne faut pas se laisser distraire. Et pendant longtemps, moi, j'ai traversé des zones de turbulence. Autant le régime, autant les activistes de UNIR, autant quelques types qui se réclament de leur leader. Les gens m'ont attaqué. Je n'ai jamais répondu. Je ne perds pas le temps pour des choses comme ça parce que je suis convaincu que le temps va révéler les uns les autres. Et je ne suis jamais dans les querelles de distraction. Et je vais vous montrer d'où je tire ma force. Je vais vous montrer pourquoi je regarde, mais je ne réagis jamais. Parce que ce qui importe à celui qui veut vous déstabiliser, c'est de créer des histoires pour vous sortir de votre piste, vous éloigner de vos objectifs. Et donc, nous devons rester focus sur les objectifs de la lutte. Il y a des gens qui m'appellent Delomé. Vous savez, il y a de cela 5 ans, quand j'ai dénoncé fort sa mauvaise gouvernance et tout, il y a des gens qui menaçaient, qui disent oui, on va t'assassiner, on va faire ci. Aujourd'hui, il y a des gens dans UNIR. Quand il est 14 heures, ils sont là pour suivre mon live. Et ils apprécient ce que je dis. Ils disent, j'avais raison plus tôt. Mais plus, c'est-à-dire, en dehors du peuple togolais, mes plus grands admirateurs sont dans le parti au pouvoir. C'est des gens qui disent, ils disent la vérité, que notre chef se fout de nous, Ford se fout de nous, c'est lui seul qui compte, il nous utilise. Aujourd'hui, il y a des problèmes dans UNIR. Il y a énormément de problèmes dans UNIR. Les gens sont déçus dans UNIR. Je vous assure. Beaucoup de gens sont déçus dans UNIR. Donc, il y a des gens, même dans l'armée, quand il y a des gens qui m'insultent, ils disent oui, Ferdinand, tu vois, ces gars-là, on peut les chicoter à Lomé, parce qu'ils sont nos admirateurs. Je leur dis non, ne leur faites rien, ce sont des jeunes. Ils font ça aussi pour survivre. Hein. C'est des gens qui n'ont pas de boulot, ils pensent que bon, c'est en venant insulter Ferdinand, insulter les Agas, tout ça, qu'ils vont se trouver un chemin. Mais il y a d'autres personnes qui ont fait ça avant eux. Mais ce sont des gens qui sont jeunes. Moi, j'ai plus de 50 ans. Et dans mes plus de 50 ans, j'ai au moins 30 ans de lutte. J'ai consacré au moins une trentaine de ma vie dans la lutte. J'ai traversé toutes les époques. Donc, j'ai été témoin de beaucoup de choses. Ces jeunes-là, il y a de cela 30 ans, quand on était sur le front de la bataille, ils étaient peut-être au coup primaire, ils portaient peut-être des petites culottes. Ils n'ont jamais rien vécu. Ils n'ont jamais rien vu dans leur vie. Jamais rien vu dans leur vie. Ils ne connaissent pas, ils ne savent pas comment est-ce que ceux qui ont fait ça avant eux ont fini. Ils connaissent AKD sous ça. Ça, c'est le AKAM, ça. Ils connaissent AKD. Ce sont les gens au début du processus démocratique qui font ce que les jeunes font aujourd'hui. Ils ont fini leur vie comment? Bamoulant Komikpin, qui en parle encore? De tous ces gens-là, peut-être Bodjo a tiré son épingle du jeu. Les Bamoulant Komikpin, qui en parlent encore? Vous les connaissez? Ils connaissent Michel Aoun. Ils savent ce qu'on appelle Michel Aoun au Togo. Il y a quelqu'un au Togo qui s'appelait Michel Aoun. Ils les connaissent. Ça, c'est les premiers à se mettre au service de Yadema contre la démocratie, à alimenter tout ce qui pouvait alimenter, à attaquer les opposants. Nous, on était encore au lycée quand les AKD là sont passés pour nous endoctriner, pour dire oui, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. On a vu comment ils sont finis.
On a vu comment ils ont fini leur vie. Plus proche de nous, il y a eu d'autres personnes plus jeunes, les Olivier Dumont, les Dominique Bégbessou, tout ça. Personne ne sait comment ces gens-là sont morts. Un jour, on était au centre communautaire de Baie, en train d'animer un événement pour la mobilisation de la jeunesse, de l'UFC. Et on a été attaqué par Zadie Stone. Vous connaissez Zadie Stone? Zadie Stone, il est karatéka, je pense taekwondo, ceinture noire, 2e dan ou 3e dan. Il a fait Satimadia. C'est des gens qui ont retourné leur veste et de retour de Satimadia, ils lisaient les motions pour Yadema et tout ça. Yadema leur donnait beaucoup d'argent et qui se sont constitués comme des milices et qui attaquaient les gens. Et ce jour-là, Zadie Stone est arrivé avec tout son groupe, avec des barres de fer, des machettes au centre communautaire de Baie. J'ai vu des crânes des gens fracassés comme ça. Ils nous ont tabassé tous, tabassé tout le monde. Et ils ont brisé les vitres là-bas, cassé les choses. Les gens ont lancé les pavés partout. Est-ce que ce Zadie Stone vit encore? Est-ce qu'il vit encore? Parce qu'entre-temps, il était tellement malade qu'il était au CHU Tokwe. Personne ne s'occupait de lui. Donc, ces jeunes qui font ça, ils ne savent pas que d'autres ont fait ça avant eux. Donc, je disais à cet ami-là de ne pas trop se préoccuper de ces enfants-là. Ils n'ont encore rien vu. Ils viennent d'arriver. Ils ne savent pas ce que d'autres personnes ont fait ça avant eux, y compris même dans la presse. Ils ne savent pas que d'autres personnes ont fait ça avant eux et qu'ils ont fini très mal leur vie. Donc, le peu d'argent qu'on leur donne aujourd'hui pour venir attaquer les gens, tout ça, il ne faut pas les regarder. À la fin, certains finiront empoisonnés parce qu'ils auront été trop utilisés. Certains finiront malades parce qu'en mangeant, ils vont leur mettre des trucs dans le corps et ils vont finir leur vie. Donc, je disais à l'ami de ne pas trop se préoccuper d'eux. C'est fort qui est le problème des Togolais. Le jour où fort tombe, tous les petits là, on peut régler leur compte facilement. Donc, ce n'est pas la peine d'aller dépenser l'énergie pour vouloir aller régler les comptes à des gens parce qu'ils sont en train de nous insulter, non? Le jour où fort tombe, fort c'est leur protecteur. Le jour où il tombe, mais c'est qu'eux, ils auront une vie difficile. Mais ils nous sont persuadés que fort va tomber. Nous sommes persuadés que fort, il est plus à la fin de son règne qu'au début. Nous sommes persuadés que le travail que nous faisons va porter ses fruits. Nous sommes persuadés que fort, il ne va pas pouvoir régner éternellement sur le Togo. C'est vrai que son objectif, c'est de mourir au pouvoir. Mais à partir du moment où chaque jour que Dieu fait, on se bat pour la fin de son pouvoir, on va réussir un jour. Nous ne sommes pas seuls dans le combat. Il y a des gens qui sont dans le combat que nous ne connaissons pas. Ce n'est pas nous qui sommes sur les réseaux sociaux qui sont les seuls dans le combat. Il serait trop superfétatoire de circonscrire le combat à nous qui sommes sur les réseaux sociaux, en disant oui, c'est nous qui portons le combat. Non, il y a des milliers de Togolais qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, qui sont en train de s'organiser, qui combattent. Peut-être qu'ils n'ont pas encore trouvé le bon moyen. Donc, nous ne sommes que une catégorie de combattants parmi tant d'autres. Mais faisons notre travail avec beaucoup de rigueur. Ne nous laissons pas distraire par des sujets qui n'ont aucune importance. Ne nous laissons pas distraire par des gens dont la seule mission est de nous dérouter de notre mission principale. Et je vais vous jouer une vidéo. Et c'est dans cette vidéo-là, vous allez comprendre pourquoi moi, Ferdinand, j'ai traversé toutes les époques, toutes les étapes de turbulence et que j'ai toujours résisté. Vous allez comprendre pourquoi je suis toujours resté en dehors de certaines choses. Parce que l'énergie que j'ai, je le concentre sur ce qui m'intéresse. Je vais vous jouer cette vidéo-là. Et chacun pourra tirer une leçon de cette vidéo-là. Et je vais jouer cette vidéo pour tous ceux qui se bagarrent sur la toile. Pour que les gens comprennent que
il faut se ressaisir. Il y a des gens qui m'appellent pour dire, oui, Ferdinand, est-ce que tu peux parler à celui-ci? Moi, je ne suis pas là pour parler aux gens. Les gens sont assez grands. Même parler à quelqu'un, ça devient un problème. On m'a dit, pourquoi tu as parlé à celui-ci, tu n'as pas parlé à celui-ci, ça devient un problème. Donc, moi, je regarde tout ça. Je regarde tout ça de loin. Mais ces querelles inutiles-là ne vont que faire l'affaire du dictateur. Faure Gnassingbé a été tellement éprouvé par l'engagement de la diaspora et surtout des jeunes que si vous lui laissez le temps de se reconstituer, il ne va pas vous rater. Faure a été tellement bousculé par les 6 mois d'engagement de cette diaspora que si vous laissez rentrer, de vous mélanger, lui va reprendre ses forces et il ne va pas vous rater. Parce que lui, chaque fois, il tire les leçons. Il a l'argent de l'État, de toutes les failles, de tous vos côtés faibles, tout ça. Et il se blinde. Donc, 2026 qui arrive, il faut se concentrer sur l'essentiel. Vous n'êtes pas obligé de travailler avec tout le monde. Moi, je ne travaille pas avec tout le monde. Je travaille pratiquement seul ou pratiquement avec mon équipe. Je ne suis pas obligé de travailler avec tout le monde. Je travaille avec des gens avec qui j'ai la même vision. Et Dieu seul sait que, en toute modestie, seul, j'ai plus d'impact que si on était nombreux. Seul, j'ai plus d'impact que si on était nombreux. Parce que, si on est nombreux, on va se perdre dans les querelles de personnes. Celui-ci veut être chef, celui-ci veut être devant, c'est moi, c'est si. Moi, je ne suis plus dans ça. J'ai connu ça dans toute ma vie. Je ne suis plus dans ça. Si quelqu'un vient me dire que l'éléphant peut voler, je dis d'accord, l'éléphant peut voler. Je ne discute pas avec lui. Je lui concède ça. Et je continue mon chemin. Et Dieu seul sait, et vous êtes témoin, que ce que moi je fais tout seul a plus d'impact aujourd'hui. Pourquoi je vais aller diluer ça dans une organisation ou avec des gens qui sont toxiques, ils vont te créer des problèmes. Je préfère continuer à avoir plus d'impact seul. Si quelqu'un d'autre aussi peut faire une autre partie du boulot, la personne le fait. Et c'est l'ensemble de ces efforts-là qui vont contribuer à affaiblir le dictateur. Après, ceux qui ont des projets politiques derrière, ils peuvent dérouler leurs projets politiques. Si quelqu'un veut être, je ne sais pas, un grand politicien demain, il a une ambition demain, ouais, vous pouvez faire vos trucs. Mais moi, je mène aujourd'hui une lutte désintéressée. Désintéressée. Et vraiment désintéressée. Juste parce que je veux que mon pays change. Je veux que le Togo change. C'est en mettant ce désintéressement dans la lutte qu'on évite les querelles de personnes. C'est en mettant ce désintéressement dans la lutte que les gens ne verront pas en vous un concurrent, quelqu'un qui veut prendre la place de quelqu'un, quelqu'un qui veut être devant. Moi, je ne suis devant rien du tout. Je suis juste dans la dénonciation. C'est tout. Après, ceux qui ont des projets politiques, ils peuvent voir avec leurs amis, ils peuvent créer leur club parce qu'ils ont des projets politiques. Ils veulent devenir député demain, président demain, tout ça. Vous pouvez aller créer votre club. Moi, je ne suis pas dans ça. Et je travaille pour moi. Et je travaille pour mes convictions. Je travaille pour mes principes. Parce que j'entends les gens dire, oui, il est l'ami de celui-ci. Parce que qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ça fait plus de 30 ans que moi je bosse. Ça fait plus de 30 ans que moi je conteste le régime togolais. Il y a cela 30 ans là, c'est quelqu'un qui m'a dit de rentrer dans la lutte. Il y a 30 ans, c'est quelqu'un qui m'a dit rentre dans la lutte. Il y a des choses que moi j'ai eu à faire au Togo. Je ne sais pas si des gens qui font du bruit là, vous avez fait un dixième. Quelqu'un parmi vous, ceux qui me suivent là, sur la toile là, est rentré une fois dans une caserne avec des tracts. Quelqu'un parmi vous, vous tous qui me suivez là, est rentré une fois dans une caserne avec des tracts, sachant que s'il est arrêté, il est mort, on va le fusiller. Quelqu'un parmi vous est rentré, je répète encore, une fois dans une caserne avec des tracts, sachant que si on l'arrête, c'est une peine de mort.
Vous avez déjà fait quoi, vous? Quelqu'un est déjà rentré dans la brousse. Quelqu'un est déjà rentré dans la brousse pour faire des cérémonies au Togo, invoquer les ancêtres pour que le Togo soit délivré. Donc, on a fait ce qu'on peut faire. On continue de faire ce qu'on peut faire pour le Togo. Donc, ne pensez pas que on est là pour nous amuser. C'est justement parce qu'on n'est pas là pour nous amuser qu'on ne doit pas s'amuser avec la lutte, qu'on ne doit pas dérouter la lutte de son objectif, qu'on ne doit pas s'enfermer dans les polémiques inutiles, qu'on ne doit pas se laisser entraîner dans des débats sans tête ni queue. C'est pour ça qu'on doit rester concentré. Parce que si vous n'êtes pas concentré, l'adversaire va vous liquider. Je vous ai dit, nous qui avons fait le sport de combat, la première chose qu'on nous apprend, c'est la concentration. Si je suis sur un podium, un tatami, dans un dojo, en train de me battre avec un adversaire, si je ne suis pas concentré, le coup que je vais prendre va être un coup fatal. Donc, je dois toujours monter la garde. Et c'est à cela que moi, j'invite tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de travailler avec tout le monde, mais travaillez avec les gens avec qui vous avez les mêmes visions. Ça évite les petits problèmes de personnes. Ah oui, c'est celui-ci a fait ça, celui-ci a fait ça, celui-ci a fait ça. Quand on était militant, j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps dans nos archives beaucoup de choses. Les choses qu'on était capable de faire. Les choses qu'on était capable de faire quand on était militant. Je ne sais pas s'il y a encore des courageux aujourd'hui. Les choses qu'on était capable de faire. Il y a quelqu'un qu'on appelle Habia Nicodème. Il y a quelqu'un qu'on appelle Habia Nicodème. Posez-lui la question. Si il veut faire un témoignage en toute honnêteté, posez-lui la question. Le commando, si tu peux l'appeler ainsi, quand Habia avait des problèmes en 2000, dans les années 2000, et on cherchait à le liquider, à l'arrêter, le commando qui a sorti Habia du Togo et qui a traversé le Mono, j'ai fait partie de ce commando-là. Les gens qui se sont organisés cette nuit-là pour sortir Habia du Togo par le fleuve, je suis de ce commando-là. Demandez à Habia, avant qu'il ne parte aux États-Unis, avec M. Boutamekpo et le Godosuvi. Après, Boutamekpo est décédé, le Godosuvi aussi est décédé après. Et nous avons traversé le Mono et amené Habia jusqu'au cabinet de Maître Yansounou Magloire, au quartier Akpakpa, à Cotonou, où nous avons rencontré un monsieur qui s'appelle M. Kiki, qui est du Parti communiste béninois. Et c'est eux qui ont repris Habia quand nous sommes revenus à Lomé. Posez la question à Habia. Pendant qu'il était recherché, poursuivi, la nuit là, on l'a pris. On est allé chercher même de l'argent. On n'avait même pas d'argent. On est allé chercher de l'argent pour pouvoir louer une voiture et aller passer par le Mono. Lui mettre, je ne sais pas, le déguiser, lui mettre tout ça un chapeau sur la tête, prendre la pirogue et traverser le Mono et arriver au Bénin. Il y a 25 ans. Il y a 25 ans. Donc, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de venir étaler sur la toile. La lutte n'est pas encore finie. Il y a beaucoup de choses qu'on garde pour nous. Pour le moment. Le jour où il faut parler, on parlera. Donc, il faut qu'on avance.
Et je vais vous jouer cette vidéo technique. Tu ne deviens inébranlable qu'au moment où tu comprends que la confrontation n'est jamais une question de force, mais une question de psychologie. Ceux qui gagnent ne sont pas ceux qui crient le plus fort, ni ceux qui montrent leurs dents. Ceux qui gagnent sont ceux qui maîtrisent l'équilibre invisible entre le calme absolu et la menace silencieuse. C'est cette ligne fine que Machiavel explorait, et c'est sur cette ligne que tu vas marcher. Être inébranlable commence d'abord par un principe simple. L'autre ne te touche que si tu lui donnes accès à ton monde intérieur. Les gens pensent qu'ils s'en prennent à toi, mais ils ne font que frapper l'image que tu leur tends. Si tu apprends à la contrôler, ils ne toucheront jamais l'original. Chaque confrontation commence par une tentative, te déstabiliser, et les humains n'ont que 3 leviers pour ça. Provoquer, te faire douter ou te faire réagir. La majorité des gens tombent dans le piège du 3e. Ils réagissent, ils s'énervent, ils veulent prouver, ils veulent t'expliquer. Et pendant qu'ils s'agitent, l'autre prend l'avantage. Pas parce qu'il est plus fort, mais parce que toi, tu as perdu ton axe. Tu connais cette sensation. Le cœur qui accélère, l'esprit qui se brouille, la voix qui tremble un peu. C'est le signal que tu es en train de perdre, même si tu n'as pas encore parlé. Machiavel aurait dit « Si ton ennemi lit ton agitation, il gagne avant même la bataille. » C'est pour ça que les personnes vraiment puissantes ne parlent jamais en premier. Elles observent, elles laissent l'autre s'exposer, vomir ses émotions, révéler ses intentions. Elles écoutent non pas pour comprendre, mais pour analyser. Parce que le calme n'est pas une façade. Le calme est une stratégie. Quand quelqu'un te provoque, l'erreur la plus courante est de répondre à son niveau émotionnel. Il est agressif. Tu deviens agressif. Il hausse la voix. Tu hausses la voix. Il exige. Tu réponds. Ce n'est pas un échange. C'est une programmation. Tu entres dans son cadre. Tu joues sur son terrain. Et tu perds, même si tes mots sont plus intelligents. Pour être inébranlable, la première règle est celle-ci. Tu imposes le rythme, pas l'autre. Tu ralentis ta respiration. Tu ralentis ta voix. Tu ralentis ton regard. Tu ralentis ton énergie. En ralentissant, tu crées un contraste. Et ce contraste est déstabilisant, car la plupart des humains fonctionnent par miroir. Ils attendent inconsciemment que tu reflètes leur énergie. Quand tu refuses, ils perdent leur repère. Et quand ils perdent leur repère, tu gagnes. La deuxième règle de Machiavel, ne laisse jamais l'adversaire voir ce qui t'importe vraiment. Tu dois rester opaque. C'est l'erreur de ceux qui veulent t'expliquer, se justifier, clarifier. Ils pensent qu'être compris, c'est être respecté. Non, être respecté, c'est être imprévisible. Les gens craignent ce qu'ils ne peuvent pas lire. Ils attaquent ce qu'ils voient clairement. La transparence est un luxe que tu ne peux pas te permettre en confrontation. Imagine un instant que toutes tes émotions étaient derrière une vitre, visibles mais inatteignables. Tu les observes sans les laisser sortir. Tu deviens ton propre maître. Tu n'essaies plus de convaincre. Tu constates, tu analyses, tu attends que l'autre révèle ce que toi tu caches. Et c'est dans ce silence maîtrisé que naît le pouvoir. La plupart des confrontations n'ont rien à voir avec le sujet en question. Elles parlent de dominance, de contrôle, d'accès psychologique. L'autre cherche à savoir où il peut te toucher, quel bouton il peut presser, où sont tes failles. Il teste ta solidité, il teste ta cohérence, il teste ton estime de toi. Et chaque réaction impulsive lui donne une information précieuse. C'est pour ça que la vraie force n'est pas dans les mots. Elle est dans ce que tu refuses de dire. Être inébranlable, c'est être capable de laisser quelqu'un s'agiter devant toi, sans ressentir le besoin de le calmer, de le corriger ou de l'expliquer. C'est savoir que son agitation n'est pas ton problème, qu'elle n'a rien à voir avec toi, qu'elle parle de lui, de ses blessures, de ses besoins de domination, et que toi tu n'es pas obligé d'entrer dans sa danse. Tu veux une image? Imagine un feu. Les gens te jettent des étincelles. La majorité répond avec de l'essence. Toi, tu réponds avec de la pierre. Tu ne t'enflammes pas, tu absorbes. Et c'est là que la tension change de camp. La psychologie humaine est simple. Celui qui perd patience perd la position haute. Celui qui veut convaincre perd la position haute. Celui qui veut se défendre perd la position haute. Celui qui montre qu'il tient à l'issue perd la position haute.
La position haute n'est pas une posture arrogante. C'est un état interne, un axe, un calme glacial, un centre de gravité psychologique. C'est ce que Machiavel appelait la solidité du prince, la capacité de rester immobile au milieu du chaos. Mais cette immobilité n'est pas passive, elle est stratégique. Tu ne restes pas calme parce que tu es gentil. Tu restes calme parce que tu veux comprendre. Qu'est-ce que l'autre veut? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qu'il essaie d'obtenir? Quel est son manque? Où est sa peur? Tu veux un secret? Les humains n'attaquent jamais depuis la force, toujours depuis la peur, toujours depuis le manque, toujours depuis l'insécurité. La personne agressive a peur de perdre son statut. La personne manipulatrice a peur de perdre son avantage. La personne arrogante a peur d'être vue telle qu'elle est. La personne qui te rabaisse a peur que tu te reconnaisses. Celui qui comprend la peur de l'autre gagne, parce qu'il voit les points faibles, parce qu'il comprend les motivations cachées, parce qu'il lit les intentions derrière les mots. Et au lieu de réagir, il choisit. C'est la troisième règle. Ne te laisse jamais entraîner dans une confrontation émotionnelle. Quand tu sens ton rythme cardiaque changer, fais le contraire de ce que veut ton instinct. Ton instinct veut répondre. Ton instinct veut prouver. Ton instinct veut se défendre. Ton instinct veut survivre. Mais ton instinct est animal. Ton pouvoir, lui, est stratégique. Tu n'agis pas selon ce que tu ressens. Tu agis selon ce qui te sert. Tu ne parles pas pour vider ton cœur. Tu parles pour obtenir un avantage. Tu veux savoir comment les gens puissants parlent en confrontation? Par phrases courtes, ralenties, mesurées, sans justification, sans émotion, sans précipitation. Ils savent que chaque mot est une balle et qu'il vaut mieux tirer une balle précise qu'un chargeur entier dans le vide. Ils ne disent jamais ce qu'ils pensent vraiment. Ils ne donnent jamais leur position émotionnelle. Ils gardent leur vulnérabilité dans leur forteresse intérieure. L'autre ne verra que ce que tu veux bien laisser sortir. Tu veux un exemple concret? Quand quelqu'un t'attaque, la majorité répond en se défendant. Toi, tu observes 2 secondes de silence. Tu le regardes sans réagir. Ton silence l'oblige à combler le vide. Et quand une personne parle trop, elle se trahit. L'outil le plus puissant que tu possèdes, ce n'est pas ta voix. C'est ton absence de réaction. Il n'y a rien de plus effrayant pour quelqu'un en confrontation qu'une personne qui reste calme, qui ne cède rien, qui ne se justifie pas et qui ne montre aucune faille. C'est comme se battre contre un mur. Tu donnes des coups, mais le mur ne bouge pas. Tu t'épuises, pas lui. Machiavel disait « Celui qui garde le contrôle de lui-même contrôle la situation ». Et ce contrôle-là ne s'apprend pas dans les livres. Il s'apprend à travers les douleurs, les humiliations, les confrontations ratées. Chaque fois que tu t'es énervé trop vite, chaque fois que tu as regretté tes mots, chaque fois que tu as donné trop d'importance, chaque fois que tu as laissé quelqu'un entrer dans ta tête, tu n'étais pas faible, tu étais en apprentissage. L'erreur répandue des gens qui veulent devenir inébranlables, c'est de penser qu'il suffit d'être dur, froid ou distant. Ce n'est pas ça. Être inébranlable, ce n'est pas être insensible, c'est être sélectif. Tu ressens tout, mais tu ne laisses rien transparaître. Tu entends tout, mais tu ne réagis qu'à ce qui compte. Tu pourrais répondre, mais tu choisis le silence. Tu pourrais t'énerver, mais tu choisis le calme. Tu pourrais humilier, mais tu choisis l'indifférence stratégique. Et c'est précisément cette sélection qui fait de toi quelqu'un de dangereux. Parce que on ne sait jamais à quoi tu penses, ce que tu prépares, ce que tu vas dire. Tu deviens un mystère. Et les humains craignent ce qu'ils ne comprennent pas. Dans chaque confrontation, il y a un moment décisif. Un moment où l'autre pense t'avoir. Un moment où il pense t'avoir poussé dans un coin. C'est là que la plupart explosent. Toi, c'est là que tu vas surprendre. Tu vas respirer, tu vas te redresser, tu vas ralentir. Et tu vas prononcer la phrase qui renverse toujours la situation. C'est tout? Cette phrase est un séisme. Elle signifie « tu n'es pas affecté, tu n'es pas touché, tu n'es pas impressionné, et tu as la…» Voilà une vidéo. C'est en plus du fait que moi-même, je suis très stoïque, de par mon parcours, ma formation et tout ça, je suis régulièrement ces genres d'enseignements pour me conforter dans ma vie, dans mon parcours et tout ça. Et
Il y a des gens qui me demandent déjà cet extrait-là, je vais vous envoyer ça. Moi, je ne m'occupe pas des autres. Jamais. J'ai été tellement combattu, attaqué, calomnié. Mais je n'ai jamais réagi. J'ai toujours avancé. Et je n'ai jamais répondu à qui que ce soit. Et je ne le ferai jamais. Parce que il y a des gens, ils vous en veulent juste parce que vous n'êtes pas avec eux. Ils veulent profiter de votre lumière. Mais puisque cette lumière-là, vous la projetez sur d'autres personnes, ils vont vous attaquer sans raison, chaque jour. Il y a des gens, ils veulent faire votre compagnie. C'est comme nos parents disaient, quand on allait à l'école, il faut être toujours avec les premiers. Et comme nous, on était les premiers, il y avait toujours les gens qui faisaient notre compagnie. Comme nous, on était les premiers, il y avait toujours les gens qui faisaient notre compagnie. J'ai un ami prêtre qui est en Italie. Il ne m'appelle jamais par mon nom. Il m'appelle toujours mon major. Parce qu'au lycée, j'étais toujours major. Et c'était le meilleur qui était major. Premier major. Premier, j'ai major. Jusqu'à aujourd'hui, il m'appelle major. Je ne sais même plus s'il sait que je m'appelle Ferdinand. Il m'appelle toujours major. Mais il était aussi très brillant. Et donc, dans la vie, c'est ça. Dans la vie, c'est ça. Et en politique aussi, c'est ça. Il y a plusieurs hommes politiques. Ils vous en veulent parce que vous avez cessé de les porter. Et ils soupçonnent que vous portez quelqu'un d'autre. Ou vous accompagnez quelqu'un d'autre. Et donc, on développe des préjugés. Quoi que vous fassiez, on vous attaque. On dit des choses. Oui, lui là, c'est le gars de celui-ci. Alors que vous n'avez rien à foutre. Et j'ai dit plusieurs fois à certains individus que en vous mettant dans cette bataille-là, vous attaquez aux gens, aux leaders d'opinion, tout ça, vous allez perdre. Aujourd'hui, il y a des partis politiques au Togo, ils ont tout perdu parce que, au lieu de se concentrer sur la formation de leurs militants, sur la formation de quoi que ça, ils pensent que c'est en faisant la guerre aux gens qui vont s'en sortir. C'est ça la réalité, c'est ça la culture politique. Et donc, moi, tout ce que je peux dire pour conclure ce live, et dire à tous mes frères et sœurs qui se sont lancés dans cette lutte-là et qui ont prouvé qu'ils étaient véritablement engagés et qui ont prouvé qu'ils faisaient cette lutte de façon désintéressée. Arrêtez les querelles et réorganisez-vous. Arrêtez les querelles et concentrez-vous sur la lutte. Vous n'avez pas fait tout ça pendant les 6 mois pour terminer ça dans les histoires de personnes. Et cette vidéo dit tout.